Et bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de l'eau dans le gaz. On est de retour, une émission qui est proposée par Écosciences Pays de la Loire et soutenue par la région Pays de la Loire et qui est présentée par moi-même, Maëna, que je vous retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec, à côté de moi, Carole Avignon. Carole, bonjour. Bonjour. Carole, vous êtes maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'Université d'Angers, au laboratoire Thémos. Et vous êtes coordinatrice du programme de recherche Phil-Am. Phil-Am, parce que ça fait sens après avec ce dont on va parler. Et vous étudiez les expériences sociales et les représentations de la parenté dans le cas des filiations dans les sociétés médiévales. Alors, dans cette émission, aujourd'hui, avec vous, on va parler, bien évidemment, du Moyen-Âge et des questions de la filiation à cette époque. Donc, on va expliquer un petit peu après ce que c'est la notion de filiation. Et on va tester ensemble un jeu qui a été développé par Carole et d'autres personnes aussi, qui s'appelle Cap ou pas Cap, bande de bâtards. J'avais pas le droit de l'écrire dans le titre, parce que c'est un mot banni par Twitch. Et oui, quand j'ai voulu écrire le titre, ils m'ont interdit, donc j'ai même pas pu le mettre. S'il y a les gens surtout ne commentez pas ce mot-là dans la. Et pourtant, on ne va parler que de bâtards. Oui, j'espère qu'ils vont pas nous censurer. Mais bon, c'est la thématique. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Bah oui, parce que c'est connoté. Enfin, c'est une insulte, donc du coup, c'est très connoté. Mais bon. Là, c'est un jeu, donc qu'on va vous montrer après. Et on va jouer à ce jeu, puisque c'est un serious game, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, c'est dans le cadre du programme de recherche. Donc, l'idée, c'est de ludifier la recherche. On va ensemble découvrir aussi les coulisses du développement du jeu, donc ça va être très intéressant. Et évidemment, le jeu est accessible en ligne sur la plateforme Play Unity. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez y jouer vous aussi si vous avez envie. Bon, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai une petite question par rapport au fait, par rapport au Moyen-Âge, en fait, c'est une période qui s'étend donc du 5e siècle au 15e siècle, qui a vu naître des sociétés très diverses. C'est une très longue période de notre histoire occidentale. Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle du Moyen-Âge, on a souvent des images très contrastées, des images un peu de pop culture, des chevaliers, des châteaux forts, mais aussi des épidémies, des guerres, enfin plein de choses. Et vous, qui êtes spécialiste de cette période, comment est-ce que vous la décririez cette période qui est très représentée, notamment à pop culture? Alors, bonjour d'abord Maëna, et puis bonjour à tous et toutes. Alors, ça va être très difficile pour moi de décrire le Moyen-Âge comme un tout. Parce que d'abord, comme vous l'avez dit, c'est 1000 ans d'histoire, 10 siècles, et puis voilà, on projette cette histoire sur, on va dire, au moins l'Europe occidentale. La société occidentale, c'est l'Europe. Donc une Europe essentiellement chrétienne, mais aussi, pour l'Europe latine qui m'intéresse. Évidemment, le Moyen-Âge ne se résume pas à cette civilisation chrétienne. Il y a un Moyen-Âge musulman, etc. Donc, ça va être très compliqué de résumer. Mais, et d'ailleurs, même, il faut savoir que quand on est médiéviste, c'est-à-dire quand on enseigne l'histoire en professionnel et qu'on la pratique à l'université ou dans des centres de recherche, on est spécialisé dans des sous-périodes déjà. Donc, on est haut médiéviste ou bas médiéviste selon qu'on travaille plutôt sur les 4e, 9e siècles. On est plutôt bas médiéviste, haut médiéviste, pardon. Et puis, on s'appelle parfois bas médiéviste quand on travaille sur les 14e, 15e. Et puis quand on travaille sur les siècles intermédiaires, 12e, 14e siècle, on a le bonheur de ne pas avoir d'étiquette. Ce qui est une très bonne chose, d'autant qu'on est quand même assez mal à l'aise avec ce découpage en tranches de l'histoire. Mais bon, déjà, ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est que le Moyen-Âge, c'est un nom qu'on a donné à une période de l'histoire. C'est un nom qui a été donné à une période de l'histoire pour la dévaloriser un petit peu au XVe siècle. Les humanistes ont considéré que c'était un âge moyen, au sens de médiocre. On n'a pas une très bonne image du Moyen-Âge. Alors, moi, j'ai une très bonne image du Moyen-Âge, mais je comprends parfaitement cette première entrée en matière. Et vraiment, rien que le nom qui a été donné à cette
période de l'histoire, ce temps historique, c'était pour dire, voilà, par rapport à notre temps présent, qui est celui des humanistes du XVe siècle, XVIe siècle, c'est un âge médiocre par rapport à l'Antiquité, puisque l'enjeu de l'humanisme et de la Renaissance, c'était de faire renaître les savoirs de l'Antiquité. Donc, voilà, comme ces intellectuels ou artistes du XVe et du début du XVIe siècle ont voulu lancer un temps nouveau, un monde nouveau. Ils ont décrié et déconstruit beaucoup de ce qui faisait, de ce qui caractérisait les siècles antérieurs. Et d'ailleurs, on s'est tous extasiés des beautés de l'art gothique. Gothique veut dire barbare. Hein. C'est un nom aussi qui a été donné à cet art qu'on appelait au Moyen-Âge l'art d'Île-de-France, parce que c'était l'art de Suger, de la basilique de Saint-Denis, etc., donc en Île-de-France. Cet art d'Île-de-France a été qualifié de gothique au XVe siècle parce que c'était une manière de dire ça n'est pas l'art de l'Antiquité, des temples grecs, mais c'est l'art des barbares, c'est l'art des Goths. Donc, dès son avènement en tant que période de l'histoire caractérisée, il a été question de dévaloriser un petit peu ces temps passés, les siècles passés. L'art gothique, les cathédrales gothiques, voilà, et quand même, c'est quand même c'est très impressionnant. C'est des architectures très détaillées. On est quand même sur. Aujourd'hui, il y a quand même un. Mais au XVe siècle ou au XVIe siècle, il y avait un parti pris de considérer que c'était un art qui n'avait pas à être valorisé autant que l'art de l'Antiquité. Donc déjà, vous voyez, on est dans un moment comme ça un peu compliqué. Le nom même de Moyen-Âge indique l'âge intermédiaire et aussi, d'une certaine manière, l'âge médiocre. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on ne va pas ensuite se spécialiser, devenir un ou une professionnelle de l'histoire et faire cours à des étudiants ou à des élèves dans le secondaire en leur disant, écoutez, on va vous expliquer pourquoi tous ces siècles-là, ces 10 siècles étaient médiocres. Et non, donc ça ne donne pas très envie. Ça donne pas très envie, d'autant qu'évidemment, on a matière à débunker, on dit maintenant. Voilà. Oui. Il faut évidemment déconstruire toutes ces représentations. Et en dépit de cette image parfois un petit peu décrédibilisée, dévalorisée de ces siècles, il y a une appétence dans le grand public pour un imaginaire médiéval. Alors, l'histoire de ce goût pour le Moyen-Âge dans les imaginaires, les pratiques ludiques, la littérature, etc., c'est une discipline en soi, on appelle ça le médiévalisme. C'est une discipline, une manière d'étudier les représentations de l'histoire médiévale dans l'histoire. On pourrait dire d'une certaine manière qu'il y a une représentation du Moyen-Âge dès le XVIe siècle, et puis ça a pris une forme tout à fait particulière au XIXe siècle, par exemple, le Moyen-Âge romantisé au XIXe siècle, les ruines médiévales sont des lieux extraordinaires pour les romantiques. Et puis, on va dire ensuite au XIXe siècle, un Moyen-Âge qui va être aussi souvent l'occasion de projeter des idéologies nationalistes, recentrées sur des langues, des cultures qui contribueraient à façonner une identité spécifique. Donc il faut vraiment pouvoir étudier ces représentations et ces usages, ces instrumentalisations parfois d'un passé qui n'a jamais existé, mais qui est refantasmé pour les besoins ou du politique ou de l'art, selon les besoins. Il y a une chose qui s'en va. Je suis attrapée par... Il y a aussi, qui est instrumentalisée, et il y a aussi cette image donc, du Moyen-Âge un peu arriérée, avec des... Voilà, oui, je sais. Alors ça, d'où ça vient, j'ai pas envie de chercher. Après... Pour moi, il y a un peu de pop culture. Je pense tout de suite, évidemment, aux visiteurs, des choses comme ça. On a Jacouille la fripouille qui découvre le dentifrice ou des choses comme ça. Oui, alors que c'est pas vrai. Alors ça fait partie des choses qu'on a pu... dans les idées reçues sur le Moyen-Âge, ça fait partie des choses qui ont été déconstruites par les chercheurs, les historiens depuis très longtemps. Mais par exemple, notamment, le rapport à l'hygiène n'est pas du tout ce qu'on a comme représentation. Sans vouloir me faire des ennemis auprès des collègues d'histoire moderne, mais l'hygiène à la cour du Roi Soleil est
une véritable catastrophe, alors que, par exemple, quand on lit un traité de puériculture du XIIIe siècle qui explique comment il faut prendre soin des nouveau-nés, on explique qu'il est important de ne pas leur donner plus de 2 à 3 bains par jour parce que ça peut fragiliser leur peau. Donc, ça prouve bien qu'il y a un souci de l'hygiène qui est réel, qui existe au Moyen-Âge. Mais ça fait partie de cette idée que comme ce sont des temps anciens, très reculés, probablement que ça n'avait pas, les caractéristiques d'un État moderne, etc. Mais voilà, donc il y a ces deux. On parle parfois de légende noire du Moyen Âge, mais il y a aussi cette légende rose où l'univers des chevaliers, de la courtoisie, d'une forme d'idéalisation de la place de la femme. Tout ça contribue à aussi générer encore une fois de l'imaginaire et on joue avec des épées en bois, on s'imagine chasser les dragons et voilà. C'est vrai qu'il y a vraiment je sais pas si ça y a participé, mais les légendes arthuriennes aussi donnent pour moi aussi une bonne image de la chevalerie avec la quête du Graal, la romance, etc. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne plutôt une bonne image. Alors que, par exemple, dans certains, vous parliez aussi de l'image qu'on a en tête. On pense à certains films où c'est gris, il n'y a pas de couleur. Et moi, j'ai pu déjà entendre que, non, en fait, c'était pas vrai. Les maisons étaient hyper colorées. Enfin, en tout cas, sur certaines époques, les maisons étaient hyper colorées. C'était pavé. Enfin, il n'y avait pas. Alors, c'est pas dans la boue. Tout n'est pas dans la boue. Alors après, par exemple, on peut donner 2-3 petites idées. Par exemple, on parlait des églises ou des monuments ecclésiastiques comme les églises ou les cathédrales, mais on pourrait parler aussi des monastères. Toutes ces architectures, qu'elles soient gothiques, c'est-à-dire à partir du XIIe siècle, XIIIe siècle, ou dites romanes, pour plutôt, on va dire, le Xe, XIIe siècle, elles étaient peintes. C'est la polychromie qui a disparu avec le temps. Et parfois, dans certains... Comme à l'Antiquité aussi. Elles étaient peintes. Tout était peint. Donc, il y avait une profusion de couleurs, première chose. Ensuite, pour ce qui est de, par exemple, le pavage des rues, alors évidemment, toutes les rues n'étaient pas pavées, mais Paris, pour prendre cet exemple-là, dès Philippe Auguste, qui est quand même un roi assez ancien, puisqu'on est donc à la toute fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, a fait paver les rues de Paris, par exemple. Donc voilà, il faut, comme pour, on va dire, un peu toutes les époques historiques, il faut essayer d'aller aux sources, de configurer aussi le moment qui nous intéresse, parce que comme je l'ai dit, c'est 1000 ans, donc entre la manière dont s'organise l'urbanisme et le rapport on va dire, aux aménités architecturales au 5e siècle et ce qu'il en est des villes du 15e siècle, évidemment, il y a eu des évolutions régulières. Après, la raison pour laquelle on a cette image on va dire, d'arriération technologique, etc., je pense que c'est un défaut de savoir, en fait. Et puis, alors, encore une fois, il n'y a pas de Wi-Fi peut-être au Moyen-Âge, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas d'éclairage. Il faut accepter aussi que l'éclairage public est lié aux torches, etc. Donc, évidemment, sur le plan technologique, il a fallu attendre. Mais il n'y en avait pas non plus avant. Et il n'y en a pas avant le 19e siècle, en fait. Et c'est pour ça que certains grands historiens médiévistes ont essayé de promouvoir l'idée d'un très long Moyen-Âge qui irait du 4e siècle jusqu'au 18e siècle, jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la révolution industrielle. D'accord. Avec, par exemple, la révolution liée au chemin de fer, qui a permis de désenclaver les territoires les uns par rapport aux autres et qui a fait que, par exemple, une mauvaise récolte puisse être compensée par le fait d'aller chercher du grain dans une autre région. L'enclavement lié à la circulation, à des mobilités évidemment beaucoup plus contraintes qu'avec le développement du chemin de fer, par exemple, tout ça a des impacts ensuite sur la manière dont on peut se représenter On a une question. Pourquoi est-ce qu'on ne restaure pas les églises de cette époque avec ces couleurs ? Ah, mais c'est une bonne question. Alors moi, je ne pourrais pas répondre parce que je ne suis pas, on va dire, ni architecte, ni archéologue, ni responsable de la conservation du patrimoine. Après, ce qu'il faut... Récemment, on a restauré une cathédrale. Mais oui, cette cathédrale en voyant cette question, je me suis dit, mais Notre-Dame a été restaurée avec beaucoup de couleurs. Mais parce que Notre-Dame a aussi été restaurée. La Notre-Dame qui a été restaurée est la Notre-Dame de Viollet-le-Duc, qui est une Notre-Dame du 19e siècle. Et le Moyen-Âge de Viollet-le-Duc, on peut émettre beaucoup de critiques sur la
les fantasmes architecturaux de Viollet-le-Duc et les représentations du Moyen-Âge de Viollet-le-Duc qui relèvent d'une représentation, malgré tout, reprenaient au moins cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y avait de la couleur et de la couleur. Donc on a restauré la cathédrale de Viollet-le-Duc plus que la cathédrale du XIIIe siècle. Mais voilà, après, je serais tentée de dire que peut-être que nos sensibilités du XXe, XXIe siècle, nos sensibilités artistiques, on n'est peut-être pas prêts à voir dans les campagnes voilà, la polychromie reprendre la main sur tous les murs. Et pourtant, il reste dans certaines petites églises, pour avoir visité dans des villages, quand même des restes de peinture sur les murs, qui forcément des traces qui se sont dégradées, mais on peut voir ce reste-là, donc c'est pas quelque chose. Ça, vous pouvez aller vérifier par vous-même que ce que je vous raconte est probablement vrai, parce que effectivement, on a des traces de polychromie. Mais tout ça contribue à le fait qu'il n'y ait pas d'éclairage facile, d'une technologie de l'éclairage public, de la mise en sécurité par l'éclairage, et puis qu'on ait perdu, par exemple, la polychromie dans les architectures. Tout cela peut contribuer à cette idée d'un Moyen-Âge sombre. Après, il y a une représentation un peu symbolique, avec l'idée que la violence, la présence de la violence, la régulation par la violence, la manière dont on conduit les guerres au Moyen-Âge peut donner une image d'une époque sombre, mais ça aussi, voilà, il faut pouvoir le recontextualiser, le replacer dans des pratiques, des échelles de valeur, des manières de faire société dans ces siècles passés. En parlant de faire société, on va me permettre de justement faire le lien avec votre sujet de recherche. Donc, en tout cas, sur ce programme de recherche là, Filiam. Donc, en fait, on parle de filiation au Moyen-Âge. Alors, vous travaillez aussi sur le handicap, il me semble. Je vous explique. Mais on pourra en parler un peu après. Je l'annonce comme ça, j'annonce la couleur. Mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par filiation ? Alors, je vais vous répondre, mais je vais commencer peut-être par expliquer l'acronyme Filiam. Peut-être. Alors, quand on fait un programme de recherche, il faut toujours un acronyme. Ça fait partie des petites lubies de la recherche, parce que sinon, on a tendance à parler de nos travaux en 4 lignes, donc c'est très long. Filiam, c'est l'acronyme de filiation, et ensuite identité, altérité médiévale. J'ai choisi cet acronyme, je ne sais pas si vous l'entendrez, mais parce qu'il y avait ce A, quand on fait un peu de latin, l'accusatif féminin, c'est en AM. Donc ça me permettait d'induire aussi une réflexion sur le genre, qu'on allait aussi parler des femmes. Filiam, c'est le nom que j'ai donné à un programme de recherche qui est financé par l'ANR, qui est un programme qu'on appelle Jeunes chercheurs. Bon, il faut me croire sur parole, j'ai été jeune chercheuse. Mais on vous croit, vous me croyez. Et donc, c'est un programme qui travaille sur ce qu'il y a comme forme de différenciation dans les filiations médiévales. Alors, ces différenciations, elles peuvent être pensées comme des altérations de la filiation. Et en particulier, cette altération de la filiation que je questionne, c'est celle de la filiation dite illégitime. Et pour faire comprendre rapidement de quoi il s'agit quand je parle à des gens de mon entourage, je dis la bâtardise, qui est une filiation altérée au regard d'une norme qui serait celle de la filiation légitime. Les enfants légitimes ou les fils et filles légitimes ne sont pas des bâtards ou des bâtardes, alors que les fils et filles illégitimes peuvent être qualifiés de bâtards ou rentrer dans la catégorie de la bâtardise. Bon. Voilà, donc ça c'est ma porte d'entrée, c'est la continuité de travaux que je mène depuis une dizaine d'années. Et l'idée, si vous voulez, et c'est la raison pour laquelle vous avez parlé d'handicap, c'est que je questionne les types d'incapacités juridiques et les types d'incapacité peut-être sociale, on dirait, ou sociologique, sociale, qui s'imposent aux fils et filles légitimes, donc aux bâtards ou aux bâtardes. Et donc, ce sont des incapacités, on va dire, normatives. Il y a toute une série de choses que ces personnes ne peuvent pas faire dans la société médiévale. Et donc, j'ai essayé, à un moment donné de la temporalité du programme de recherche, de comparer ces incapacités juridiques avec des incapacités sensorielles, fonctionnelles, d'où les rapprochements que j'ai pu faire avec des collègues comme Ninon Dubourg, par exemple, qui est vraiment spécialiste en disability studies, donc qui travaille sur les incapacités
qu'on appelle handicap dans nos sociétés contemporaines, terme qui n'aurait pas directement de sens pour les sociétés médiévales. Et voilà, donc pour comparer dans les textes, comment on parle des incapacités fonctionnelles sensorielles, on dirait peut-être les infirmités au Moyen-Âge, et les incapacités juridiques. Parce que, donc sur Twitch, on n'a pas le droit d'écrire le mot bâtard, parce que c'est une insulte, ça passe. Enfin, ça connote l'idée d'une invective discriminante, injurieuse, quand on l'adresserait à quelqu'un aujourd'hui. Mais au Moyen-Âge, c'est un statut. C'est un statut. C'est-à-dire que c'était écrit... Oui, tout à fait. Alors, il faut faire l'histoire, et c'est ce que j'ai un petit peu commencé dans un précédent programme de recherche en m'associant avec des collègues qui travaillent en littérature ou en linguistique, en littérature médiévale ou en linguistique médiévale. Pour la linguistique médiévale, je vous invite à lire Dominique Lagorgette, qui est une spécialiste de la linguistique historique, et notamment sur les périodes médiévales, et qui... a travaillé sur l'insulte, ce qu'elle appelle l'insulte par ricochet, liée au mot bâtard en termes d'adresse. Elle appelle ça une insulte par ricochet parce qu'en fait, ce n'est pas le mot bâtard qui vaut insulte, c'est ce qui est juste avant. Et ce qui est juste avant, préparez-vous Twitch, c'est fils à putain. Donc, c'est fils de pute. Fils de pute, c'est une insulte. Moi, je fais du Moyen-Âge. Non, on a le droit de dire des gros mots. Hein. C'est de l'histoire, c'est de la science. C'est de la science, mais c'est vraiment de la science. Hein. Je ne censurerai pas. C'est important. D'accord. Et donc en fait, on a enlevé en fait. Non. Alors sur ça existe toujours. Sur 6 siècles, 5 siècles, évidemment, il y a eu, parce que je vais dire du 12e au 16e siècle, il y a eu des évolutions. Oui. Mais en fait, pour être tout à fait, pour dire les choses de manière schématique, donc un peu faussée, bâtard n'est pas une insulte en soi, mais quand il est mobilisé dans un contexte dialogué, discursif, ou quand on le voit par exemple dans des plaintes, des sources judiciaires en fait qui indiquent voilà, qu'il y a eu peut-être un crime, une rixe, et que donc ensuite ça part en justice parce qu'il y a eu un crime de sang, voilà, des fois même un meurtre, parce que ça a généré une bagarre. On peut indiquer que parfois quelqu'un se dit qu'il a dû se défendre parce qu'il a été traité de bâtard mais en fait, c'est généralement, il a été traité de fils à putain, bâtard. Et fils à putain, fils de pute, en fait, la problématique, c'est l'injure, c'est la sexualisation, en fait, la connotation sexuelle de l'injure le renvoie au fait que sa mère serait une prostituée, et donc forcément pas une femme mariée, forcément pas inscrite dans les schémas de la norme du temps. Donc il n'est pas légitime, il y a une forme de manque de... L'idée, c'est la discrétion. Alors, l'idée de la souillure est très, très importante dans cette représentation-là de l'illégitimité de la filiation et de la bâtardise. Et donc, ça peut être une insulte par ricochet, comme l'explique Dominique Lagorgette, mais ça peut être aussi, on va dire, une manière de qualifier un individu, comme on dirait... que ce soit dans on va dire, les chroniques, ou bien les chansons de geste, ou bien dans les romans. Vous parliez tout à l'heure du cycle arthurien. Dans le roman arthurien, les bâtards sont presque partout. Arthur, Merlin aussi, je ne savais pas. Mais Arthur, oui. Merlin, Mordred, Urien, Caradoc. Et pourtant, ils ont de belles histoires. Mais bien sûr, parce que ça n'est pas ça n'est pas le problème. Il n'y a pas de problème. Le fait de travailler sur on va dire leur filiation hybridée. Derrière la bâtardise, il y a une idée d'hybridation. Leur filiation un petit peu en marge, un petit peu à côté, pas complètement comme il aurait fallu que ce soit, ça génère on va dire des opportunités de narration qui sont extraordinaires. Donc la littérature jusqu'à un certain point, mais aime beaucoup ces opportunités, de filiation comme ça, qui ne sont pas juste encadrées dans une norme et une règle. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, au XIVe, XVe siècle, notamment dans l'aristocratie, la noblesse, là, pour le coup, c'est presque un titre, c'est même un épithète d'honneur, parce que quand on peut se dire le bâtard de Bourbon, bâtard de Bourgogne ou bâtard de Genève, voilà, ça veut dire qu'on est quand même le fils d'un aristocrate, le fils d'un prince. Oui, on a quand même du sang noble. Voilà. Alors, il faut... oui, non, mais complètement. Pas juste en quelque sorte. Donc, en fait, il faut... c'est l'intérêt pour moi, par on va dire le déport par le Moyen-Âge, c'est que ça me permet aussi,
Et ça a été un des enjeux de la mise en œuvre de ce jeu vidéo, de conduire et de parfois contraindre un peu les uns et les autres à réhistoriciser nos langages et reprendre en main un petit peu l'épaisseur historique de catégories de langage, et derrière les catégories de langage, de catégories d'individus et de statuts sociaux. Donc ça veut dire que, je pense qu'on va le voir après, mais ça veut dire que c'est pas parce qu'on est un bâtard que derrière on peut pas, entre guillemets, réussir sa vie. Non, mais même sans guillemets, vous avez le droit sans guillemets. Oui, C'est-à-dire c'est qu'on n'est pas voué à être complètement... Quand on imagine filiation, ça veut dire qu'on est forcément rattaché à une famille, à un titre, ou enfin, pas forcément un titre, mais j'imagine que généralement, c'est qu'on a l'idée, c'est quand même d'avoir des parents qui ont des titres, mais qu'on peut quand même s'en sortir, on peut quand même trouver, avoir des moyens de... Tout à fait. En fait, devenir peut-être quelqu'un aussi. Mais de devenir quelqu'un, on a beaucoup de bâtards qui ont fort bien réussi. Mais en fait, tout l'enjeu de la recherche tel que je la conduis, mais vraiment avec beaucoup d'autres chercheurs et chercheuses, c'est vraiment un travail collectif, c'est de dépasser une grille de lecture qui serait juste l'inclusion et l'exclusion. Et en fait, il y a tout un panel de nuances de ce que fait l'illégitimité d'une filiation, de jusqu'à quel point elle devient un stigmate, c'est-à-dire vraiment une marque et une tâche. Voilà, Sylvie Steinberg a travaillé pour l'époque moderne sur la tâche de bâtardise, la macule de bâtardise, c'est un vocabulaire qui est aussi un petit peu présent dans les textes médiévaux. Il y a tout un spectre d'incapacité, de stigmate, d'évaluation de ce statut juridique, mais aussi tout un spectre de capacité à être à nouveau réinscrit dans la société, trouver sa place, alors avec des stratégies qu'il faut pouvoir questionner, sourcer, remettre en contexte. Et il ne faut jamais perdre de vue qu'un bâtard n'est responsable de rien, parce qu'un bâtard, c'est quelqu'un qui naît de parents qui ne sont pas mariés comme il faut. Donc, le bâtard n'est responsable de rien. Il n'est pas en faute. Sauf dans une idéologie qui, dans certains milieux ou dans certains textes, conduirait à penser, et c'est le cas parfois, qu'un fils ou une fille hérite des manquements ou de l'immoralité ou de l'amoralité de ses géniteurs, de ses parents. Mais voilà, vous avez aussi chez les théologiens ou les canonistes, donc les spécialistes du droit de l'Église médiévale, toute une série de débats, de réflexions critiques sur est-ce qu'on hérite de la faute de ses parents ? Est-ce que le fils doit payer pour la faute de ses parents ? Si lui-même a une conduite vertueuse, est-ce qu'on ne peut pas considérer que il pourra trouver sa place ? Mais en même temps, comme une grande partie de l'histoire de l'encadrement de la société des laïcs par l'Église, ça a été de dire aux laïcs, à vous revient la tâche de procréer, de mettre au monde des enfants et de les éduquer. Alors, comme on est dans un cadre chrétien, en faire des futurs baptisés, des futurs chrétiens, des bons chrétiens. L'Église a également dit, vous le ferez dans un cadre qui est le mariage, pour que la sexualité ne soit pas libérée de toute contrainte, voilà, et qu'elle soit encadrée par des normes qui sont celles du mariage. Et donc, dès qu'on ne naît pas, ou quand des couples ne prennent pas la peine de se contraindre à ce cadre matrimonial, pour plein de raisons, eh bien, ils prennent le risque de mettre au monde des enfants qui, donc, par ricochet, seront considérés comme illégitimes, et les parents auront la responsabilité d'avoir des enfants qui subiront un certain nombre de contraintes. Quelles sont ces contraintes ? Les principales, c'est non pas de manquer de filiation, parce que la filiation, c'est le lien, c'est le rattachement à des géniteurs, et les médiévaux ont vraiment contribué à bien inscrire, bien entériner l'idée d'une filiation naturelle. Mais ce qui va être remis en question, un peu fragilisé, c'est l'inscription dans une famille. Et faire famille au Moyen-Âge, c'est d'abord être considéré comme héritier potentiel. Donc, là où il y a une vulnérabilité, c'est dans l'accès à l'héritage. D'accord. Le nom, le patrimoine, les biens, les titres, etc. Et qu'on soit dans l'aristocratie ou dans la paysannerie ou dans la bourgeoisie. Voilà. Et du coup, vous parlez du nom notamment. Oui.
Je ne sais pas si c'est dans le jeu, donc je pose la question. Si ce sont des bâtards, ils héritent pas du nom normalement, Ben, ça dépend. ou ils peuvent l'obtenir. Parce que je prends un Ouais, exemple de la prenez. pop culture. Ouais. Allez-y. Dans Game of Thrones, Ouais. les bâtards ont des noms en fonction d'où ils viennent dans le monde imaginaire de Westeros. C'est-à-dire que s'ils viennent du nord, ça s'appelle Snow. S'ils viennent du sud, alors c'est Sand. Et donc, ils ont... et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans Game of Thrones, les bâtards dans le sud, d'ailleurs de la famille Martell, si je dis pas de bêtises, sont reconnus et héritent, etc. Et c'est normal. Enfin, il y a une histoire dans leur généalogie, il y a beaucoup de bâtards. Est-ce que du coup, ça est inspiré de quelque chose qui a vraiment existé, ou c'est quelque chose de complètement fantasmé et inventé par Après, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que ce sont les noms de ces bâtards, est-ce que ce sont leurs noms, comme on dit un name en anglais, c'est-à-dire nous on dirait plutôt prénom, ou est-ce que c'est surname, c'est-à-dire leur surnom, leur nom de famille. Leur nom de famille, voilà. Alors la question, parce que en fait, alors bon, on a une temporalité particulière dans Game of Thrones. Oui, et je vais revenir à une temporalité, enfin on va dire une organisation de la chronologie dans le monde réel. Oui. En fait, c'est pareil, la manière dont on est nommé et l'histoire du nom de famille, enfin ce qu'on appelle l'anthroponymie, c'est-à-dire l'histoire des noms donnés aux hommes et aux femmes, enfin aux humains, c'est marqué par un certain nombre d'évolutions qui sont bien connues maintenant depuis au moins les années 1980-90. En fait, à l'origine, les premiers siècles du Moyen-Âge, jusqu'en gros à l'an 1000, enfin, donc le XIe siècle, c'est un nom. On a un nom unique, le nom unique. À partir du XIe siècle, 11e, 12e siècle, commence à s'imposer le nom et le surnom. Un nom qui vous caractérise, qui est généralement l'équivalent du nom de baptême, c'est-à-dire le nom que vous obtenez à votre baptême. Non pas à votre naissance, mais vraiment à votre baptême. On sait qu'au Moyen-Âge, Duoda, qui est une aristocrate carolingienne, elle écrit à son fils qui a 15 ans, qui s'apprête à partir à la cour de Charles le Chauve, et elle lui parle de son jeune frère, qui a quelques années et qui n'a pas encore de nom, quelques mois sans doute, faut pas que je dise peut-être des choses fausses, voilà. En tout cas, il n'a pas encore de nom parce qu'il n'a pas été baptisé, donc on a un nom. À partir des 11e, 12e siècle, pour des raisons diverses, des causes multiples, on commence à voir apparaître le surnom. Le surnom, il va être souvent topographique, c'est-à-dire du bois, le roux, le boiteux, le petit, le chauve, le bègle, plein de choses. Et ça a été très bien étudié par un groupe de recherche international qui a développé Patrom, le groupe Patrom. Donc c'est un gros dictionnaire d'anthroponymie historique qui a pu retracer l'histoire pour ainsi dire, chaque nom de famille, ce qu'on appelle aujourd'hui par défaut un nom de famille. Ce surnom, il est topographique, il est lié à des caractéristiques physiques X ou Y. Donc par définition, il peut être aussi le bâtard, oui, c'est vrai. Voilà. Et bon. On a déjà entendu ça. Ah, ouais, ça existe et c'est un nom de famille très voilà. Et par ailleurs, tout à l'heure, je disais les épithètes d'honneur de se dire le bâtard de tel ou tel grand prince dans les sources de la vie, on va dire les sources de la population plus ordinaire comme les sources judiciaires, on voit un tel qui est Guillaume le bâtard, voilà. Et c'est juste pour le caractériser. Ça permet juste de se retrouver. À partir du XIVe siècle, c'est clair, les surnoms se transmettent. C'est-à-dire que c'est sans doute au XIIIe siècle que les usages commencent à s'établir. C'est-à-dire que quand on est le fils ou la fille d'un homme qui avait un surnom, on va garder son surnom. Okay. Donc là, il y a ce qu'on appelle la naissance du patronyme. Ça devient un patrimoine. Donc ça veut dire qu'avant le XIVe siècle, la question de savoir quel nom de famille, patronyme, on porte, va être compliquée. Ça va être compliqué de se dire, est-ce qu'au XIIIe siècle, le bâtard d'un tel est considéré comme inscrit dans la famille symbolique parce qu'il a le droit de porter le nom de son père ? Est-ce que les légitimes portent le nom même de leur père ? Donc, il y a déjà cet élément de chronologie. Après, ce que je peux vous dire, c'est que, et ça a été étudié notamment par une des collègues qui travaille dans le jeu, lapsus très révélateur, car avant d'être un jeu, c'était comme un programme de recherche. Dans le programme de recherche, Marie-Lise Fier, qui a travaillé sur les bâtards de Bourbon, elle a montré que le stock onomastique, c'est-à-dire les types de prénoms, donc noms, on va dire, de noms de familles qui ont été donnés aux bâtards, était très très proche du stock onomastique des légitimes,
mais on est dans la très grande famille princière des Bourbons. Alors, par contre, il peut y arriver, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé d'appeler mes petits personnages qu'on va faire jouer ensuite Jehan ou Marguerite, parce que ce sont des prénoms autant donnés, enfin très donnés dans le stock onomastique des Bourbons, et pour ainsi dire de manière très indifférenciée, qu'on naisse légitime ou qu'on naisse illégitime. Ok. Voilà. Maintenant, il arrive aussi que, de manière tout à fait intéressante, dans ces grandes familles princières, à un bâtard, on va leur donner un nom un peu plus singulier. Et Marie-Lise Fière évoque par exemple Sidoine, Perceval, etc. Un nom singulier qui vous distingue. Voilà, parce que finalement, on a une marge de liberté dans la manière de prénommer ou de nommer l'individu, parce qu'il ne va pas s'inscrire exactement dans les mêmes stratégies symboliques, politiques, économiques qu'un enfant légitime à qui, de toute façon, on va... d'une certaine manière, qui est prédestiné à un certain nombre de destins, par le rang qu'il occupe dans la fratrie, par le genre qu'il occupe, etc. Et c'est ça aussi mes autres différenciations dans la filiation. C'est-à-dire que naître légitime ou pas, c'est une variable, mais naître fille ou garçon, c'est une variable. Naître l'aîné ou le puîné, c'est une variable. Être cadet, etc. Et donc, c'est pour essayer de mesurer jusqu'à quel point la bâtardise génère de l'incapacité ou pas. Et si c'est le cas, comment est-ce que ces bâtards ou ces bâtardes se retrouvent leur place dans la société ? Parce qu'il y a plein d'outils pour le faire. D'accord. Et donc, mais pour Game of Thrones, je ne saurais pas vous dire. Non, mais je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est. Alors, là, j'ai cité les deux dont je me souviens parce que c'est les plus connus dans l'histoire. Mais et c'est pour ça, m'a fait penser à ça, parce que bon, évidemment, c'est fantasmé, c'est fantastique, mais c'est une histoire qui est, enfin, c'est une saga en tout cas qui est énormément traitée et qui s'inspire du Moyen Âge, donc forcément. Non, mais il y a sûrement une cohérence. Mais d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait faire un sujet, la bâtardise dans Game of Thrones, et je pense qu'il y a des, enfin, vous évoquez des objets de pop culture, comme vous dites, c'est-à-dire que en fait, la bâtardise, elle est très présente dans énormément de... Enfin, très présente. Elle est présente dans un certain nombre de ces... Voilà, de ces, on va dire, blockbusters culturels, mondialisés, etc. Parce que c'est une réalité... Enfin, cette question est très présente dans le fonctionnement de la société médiévale et à interroger ou pas les familles, les lignages, les individus de manière assez régulière. Pas peut-être. Mais ça me donne des idées. Je me dis, ce serait très, très intéressant de faire un sujet. Je ne savais pas donc, du coup, que dans les légendes arthuriennes, il y avait énormément de bâtards. Et donc, il y a Game of Thrones. Mais ça me fait me dire, ça pourrait être intéressant d'aborder cette question-là au travers de la pop culture. Et comment est-ce que les bâtards, en fait, vous parlez du fait qu'on leur donnait des noms un petit peu... Ça peut. Ouais. Peut-être que ça leur donne aussi une destinée dans l'idée, une destinée un peu extraordinaire. Enfin, vous l'avez dit, une destinée un peu extraordinaire. Vous l'avez dit avant, d'ailleurs. Ouais. Donc, ça peut... En tout cas, dans l'aristocratie, au 14e, 15e, c'est souvent le cas. C'est-à-dire les bâtards, et les garçons, les bâtards hommes des grands princes, certes... Alors, la question de l'héritage du nom de famille peut se poser ou pas, parce que quand on a un grand prince, bon, voilà. Mais par contre, l'héritage des armes, de tout ce qui est insigne héraldique, là, il y a tout... Alors là, pour le coup, il faut aller aussi lire les spécialistes, Laurent Ablot, Marie-Lise Fière qui a travaillé aussi là-dessus, et d'autres. Il y a toute une syntaxe de l'héraldique qui permet de montrer, notamment, c'est très simple, ce qu'on appelle la barre de bâtardise, c'est-à-dire que les armoiries sont barrées d'une ligne noire, ça veut dire que la personne n'a pas pu hériter sans quand même un marqueur, encore une fois une forme de tâche, des armoiries de son père. Mais par contre, derrière la barre, il y a l'armoirie du père. Mais il n'y a que l'armoirie du père, alors que des légitimes auront une partie ou un quart des armoiries de leur mère. Enfin, il se joue des choses comme ça, des formes de différenciation qu'il faut travailler dans le détail. Ça me fait venir des questions justement sur les questions de genre à l'époque. Mais on va peut-être justement passer au jeu. On va aussi s'essayer pour pouvoir nous incarner une bâtarde ou un bâtard. Ou un bâtard, voilà.